Bonjour, mon nom est Janie Bédard-Guillemette. Je suis l'agente de communication et d'engagement de la Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées. La Caisse a vu le jour en 2016. Elle a été créée en réponse directe avec l'accident ferroviaire tragique survenu à Lac-Mégantic en 2013. Cette catastrophe avait entraîné plus de 4 300 demandes d'indemnisation et causé des dommages évalués à 1,5 milliard de dollars. Cette année, la Caisse a franchi une étape importante, soit 5 années de préparation accomplies avec succès. Pour souligner cette réussite, nous avons produit une série de vidéos pour que vous puissiez mieux nous connaître et savoir comment la Caisse viendra en aide aux Canadiens et aux Canadiennes à la suite d'un accident ferroviaire majeur impliquant du pétrole brut. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons réexaminer l'accident ferroviaire de 2013. Nous allons commencer par une vidéo du Bureau de la sécurité des transports du Canada intitulée Déroulement des événements lors du déraillement et de l'incendie de Lac-Mégantic. Par la suite, l'honorable Lisa Raitt, ancienne ministre des Transports, va discuter avec le directeur de la Caisse, Dan Ditota, des événements vécus lors des premières semaines après l'accident et comment elle en a affronté les conséquences par la suite. Veuillez noter que ce sujet pourrait troubler certaines personnes ou leur rappeler des souvenirs difficiles. Le 5 juillet 2013, vers 22h50, un train de la MMA transportant du pétrole brut dans 72 wagons-citernes de catégorie 111 est arrivé à Nantes, Québec. Conformément aux pratiques de la compagnie, le mécanicien de locomotive a garé le train pour la nuit sur une pente descendante sur la voie principale. Après avoir éteint 4 des 5 locomotives, le mécanicien a serré 7 freins à main. Les règles ferroviaires exigent que les freins à main soient capables à eux seuls de retenir un train, ce qui doit être vérifié à l'aide d'un essai. Toutefois, ce soir-là, les freins à air des locomotives n'ont pas été desserrés pendant l'essai. Le train était donc retenu par l'effort jumelé des freins à main et des freins à air. Ceci a également donné l'impression erronée que les freins à main à eux seuls étaient suffisants. Le mécanicien a ensuite communiqué avec 2 contrôleurs de la circulation ferroviaire, un à Farnham, Québec, pour l'informer que le train avait été immobilisé, et l'autre à Bangor, au Maine, pour discuter de la fumée en provenance de la locomotive de tête et des problèmes que cette fumée pourrait engendrer pour la prochaine équipe. Étant donné qu'on s'attendait à ce que la fumée se résorbe, il a été convenu de laisser le train tel qu'il était et de s'en occuper le lendemain matin. Peu de temps après que le mécanicien est parti pour la nuit, le service d'incendie de Nantes a répondu à un appel 911 au sujet d'un incendie à bord du train. Les pompiers ont éteint l'incendie sur la locomotive de tête en coupant l'alimentation en carburant. Ensuite, conformément aux instructions ferroviaires, ils ont ouvert les disjoncteurs. Après, ils ont discuté de la situation avec le contrôleur de la circulation ferroviaire de Farnham et un employé de la MMA envoyé sur les lieux, puis les pompiers et l'employé de la MMA sont partis. Toutes les locomotives étant éteintes, le circuit de freinage à air a commencé à perdre de la pression et les freins sont graduellement devenus de moins en moins efficaces. Environ 1 heure plus tard, juste avant 1 heure du matin, la pression d'air a baissé à un point tel que l'effort jumelé des freins à air et des freins à main ne pouvait plus retenir le train. Le train a commencé à se déplacer sur la pente descendante et à rouler vers Lac-Mégantic sur une distance de 7 milles. À mesure que le train dévalait la pente, il a pris de la vitesse, atteignant 65 000 à l'heure. Le train a déraillé juste après le passage à niveau de la rue Frontenac. Presque tous les wagons-citernes déraillés ont subi des dommages, un grand nombre d'entre eux ayant été éventrés et environ 6 millions de litres de pétrole brut se sont déversés rapidement dans les rues. L'incendie a commencé presque immédiatement et 47 personnes ont perdu la vie en raison des flammes et des explosions. « 2000 autres résidents ont été évacués de leur domicile et une grande partie du centre-ville a été détruite. Bonjour, je suis Dan Ditota, directeur de la Caisse.
Notre invitée se souvient qu'elle se trouvait dans sa cuisine lorsque la nouvelle du déraillement de lac Mégantic a été annoncée. L'honorable Lisa Raitt, ministre des Transports de juillet 2013 à novembre 2015, se joint à nous. Auparavant, Mme Raitt était présidente et directrice générale de l'administration portuaire de Toronto. Elle a été élue à la Chambre des communes en 2008, où elle a été ministre des Ressources naturelles, ministre du Travail et ministre des Transports. Elle a également été chef adjointe de l'opposition officielle de 2017 à 2019. En 2020, elle s'est jointe à CIBC Capital Markets. Madame Raitt, bienvenue. Merci beaucoup, Dan. C'est bon d'être ici. La tragédie ferroviaire du pétrole brut de lac Mégantic s'est produite le 6 juillet 2013 et vous avez été nommé ministre des Transports seulement 9 jours plus tard. Une de vos premières tâches a été de visiter lac Mégantic pour avoir un aperçu de la communauté dévastée. Pouvez-vous nous expliquer comment c'était? Ah oui. Vous savez, j'ai l'impression que c'était juste hier. Au fait, je suis assise dans ma cuisine en ce moment et c'est exactement là où j'étais quand j'ai vu à la télévision la dévastation de ce samedi matin. Vous savez, vous allumez CBC et vous réalisez soudainement que quelque chose de vraiment terrible est survenu. À l'époque, j'étais ministre du Travail et mes pensées se sont immédiatement portées sur les travailleurs qui étaient peut-être impliqués, possiblement impliqués, et qui se demandaient ce qui se passait. Il s'agissait toujours d'une juridiction fédérale. Pour nous situer dans le temps, c'était à peu près au moment où le premier ministre Stephen Harper était en train de former son nouveau cabinet et le cabinet a été formé, comme vous l'avez souligné, au mois de juillet, le 15 juillet ou le 13 juillet 2013. Mais nous entrons tous plus tôt que ça pour apprendre exactement quand nous entrerons au cabinet et de quel poste nous aurons à nous occuper. Donc, mon rendez-vous avec le premier ministre devait avoir lieu le vendredi. J'ai été repoussée au lundi matin après le lac Mégantic, donc j'ai su le lundi après-midi que je serais ministre des Transports et que le dossier que j'allais traiter de façon prédominante était celui de la catastrophe de lac Mégantic. Le premier ministre s'était rendu à lac Mégantic la journée précédente, le dimanche. Il est passé des inondations de Calgary à cette terrible dévastation. Et il m'a un peu préparé à ce que j'allais voir et la façon dont il me l'a dit était « Il n'y a pas d'hôpital pour les blessés parce qu'il n'y a pas de blessés. Soit ils ont survécu, soit ils n'ont pas survécu à ce désastre. Et Elissa, tu dois être préparée à voir ce que tu vas voir. » Donc, le cabinet n'a évidemment pas été mis en place cette semaine-là à cause de la catastrophe de lac Mégantic. C'est donc arrivé la semaine suivante. Alors, quand est venu le temps de mon assermentation, j'en avais digéré assez. Les feux brûlaient encore quand nous avons prêté serment. Et je savais que mon premier travail serait d'aller à lac Mégantic. Et je savais que je n'interférerais pas dans une opération de récupération, car il n'y avait pas de récupération. À ce moment-là, il s'agissait juste d'éteindre les feux et d'écouter les parties prenantes et les victimes sur ce qui s'était passé. Je vais faire appel à l'assurance suffisante pour payer les dommages. Dans un discours à la Chambre des communes, vous avez déclaré, en tant que ministre, « J'ai été témoin des événements qui nous ont amenés à examiner le régime de sécurité et la manière dont les chemins de fer et les expéditeurs sont tenus responsables. Quand les choses vont mal, les choses peuvent et vont mal. Pouvez-vous nous dire ce qui a mal tourné en ce qui concerne la responsabilisation ou le principe du pollueur-payeur et de l'indemnisation aux victimes de la part des parties responsables? » Oui. Eh bien, je ne pense pas que quiconque ait été surpris lorsque la compagnie ferroviaire MMA a déclaré faillite peu de temps après l'accident. Et bien sûr, cela rendait aussi les choses plus difficiles lorsqu'il s'agissait des victimes. Vous savez, Dan, l'une des choses les plus importantes pour moi était d'être à lac Mégantic et de me rendre à l'église et de voir les photos de toutes les victimes qui avaient été placées par leurs proches. Et quand vous vous retourniez depuis le point d'observation de l'église, tout ce que vous pouviez voir était la destruction devant vous. Toute cette destruction, vous saviez qu'il allait falloir la nettoyer et ce nettoyage coûtera de l'argent. Donc, la façon dont nous devrions aborder cette question pour aller de l'avant devenait numéro 1. Nous devrons nous assurer d'empêcher que cela ne se reproduise jamais. Deuxièmement, si cela se produisait à l'avenir, les gens devraient être en mesure d'y répondre de la manière appropriée. Et troisièmement, il devrait y avoir un principe de pollueur-payeur. Quelqu'un doit être responsable. Il n'y a jamais eu question si le gouvernement était là pour les Canadiens qui avaient été touchés par cette situation. Cela va de soi, c'est le rôle du gouvernement. Mais ceux qui sont responsables doivent reconnaître leurs responsabilités.
Et nous faisions la même analyse à l'époque en ce qui concernait les pipelines et les grands expéditeurs marins. Et en conséquence, celui du rail est devenu clair et évident qu'il y aurait un principe de pollueur-payeur, selon lequel nous nous assurions qu'il y aurait suffisamment d'assurances couvertes, et que pour les désastres qui étaient au-dessus de l'assurance, qui pourraient être disponibles sur le marché, qu'il y aurait un fonds distinct payé par les livreurs de marchandises pour un désastre possible du même genre, et que ce sont ces principes que nous avons mis de l'avant. Comme vous l'avez mentionné, le Montreal, Maine and Atlantic Railway n'avait que 25 millions de dollars en assurance responsabilité et a rapidement déclaré faillite. Quand avez-vous réalisé que ce ne serait pas suffisant pour couvrir tous les dommages et pour dédommager toutes les victimes? Et quelles mesures devaient être prises pour changer cela? Eh bien, je pense que c'était évident presque instantanément quand vous regardez la dévastation et le nombre de vies perdues. Il est devenu très évident qu'il n'y aurait pas assez d'argent pour tout couvrir. Et cela, on le savait intuitivement. Mais ensuite est venue la question, OK, alors qu'est-ce qui s'est passé ici et quel est le processus en place en ce moment et comment pouvons-nous réparer ce processus? Donc, ça ne devient pas une situation où les gens pourraient littéralement être laissés sans possibilité de réclamer un remboursement pour la perte d'une voiture, d'une maison, d'un être cher. Et cela commence par un retour au processus qui était en place, c'est-à-dire que l'Office des transports du Canada examinerait les renseignements soumis par les compagnies de chemin de fer et déterminerait le montant d'assurance qu'elles devraient avoir maintenant. Voici la clé, voilà le truc. Il faut comprendre l'époque à laquelle nous vivions, et c'était une époque où le transport de pétrole brut par rail commençait et devenait important rapidement. Mais ce n'était pas arrivé au point où c'était devenu perceptible pour les régulateurs de dire « Eh bien, vous transportez une énorme quantité de pétrole brut là. Peut-être devrions-nous revoir le montant d'assurance que vous devriez couvrir. » Et malheureusement, il a fallu cet accident pour que ce genre d'attention fasse qu'on se préoccupe de savoir si vous êtes suffisamment assuré ou non. Mais l'autre chose, Dan, est que, regardez, il n'y aura aucune somme d'argent qui sera suffisante. Le montant maximal que vous pouvez obtenir en tant que chemin de fer de première classe au pays était de 1,5 milliard de dollars, et ils l'ont tous. Le CN et le CP portaient ce montant d'assurance. Nous savions donc qu'il fallait en ajouter plus. C'était plus que ce que comptaient les fonds du Trésor ou du compte bancaire du gouvernement du Canada pour voir au nettoyage. Nous avons donc commencé à examiner les modèles tout de suite, et ceci était le modèle apparent qui avait été utilisé en termes de transport maritime pour le nettoyage des déversements en l'ayant en place juste en cas de déversement. Donc, cela allait être quelque chose qui allait suivre le bon chemin dans le même sens. Et puis le détail est arrivé. Donc, on le savait probablement. Je dirais presque instantanément en septembre-octobre 2013, d'après la référence dans le discours du trône en octobre 2013, que nous allions nous pencher sur la question de responsabilité. Et ensuite, j'ai vraiment réussi à le mettre au point et à l'intégrer au cabinet en septembre 2014, introduit à la Chambre en février 2015, et ça semble long, mais honnêtement, dans le monde de la législation, ça s'est passé assez rapidement. Exactement. Comme en 2015, en tant que ministre des Transports, vous avez déposé un projet de loi intitulé « Loi sur la sécurité et la responsabilité des chemins de fer ». Pourriez-vous décrire le processus de consultation entrepris par votre ministère pour assurer que les commentaires des parties prenantes ont été pris en ligne de compte dans la rédaction de ce projet de loi et qu'avez-vous entendu de la part des parties prenantes? C'est une excellente question. Dès le début, il était important de ne pas seulement parler aux maires des communautés, aux compagnies de chemin de fer, aux expéditeurs, à l'Association canadienne des producteurs de pétrole, aux États-Unis. Nous avions une longue liste de personnes qui, selon nous, devaient être consultées en cours de route, et non pas pour obtenir leur consentement à ce que nous faisions. Mais surtout, il s'agissait d'obtenir leurs informations pour s'assurer que nous adoptions la bonne approche pour un certain nombre de choses. Il s'agissait en partie de savoir comment réagir aux incendies et comment réagir à ces marchandises dangereuses qui traversent les communautés des gens. Et dans le cas dont nous parlons aujourd'hui, assurer que le principe du pollueur-payeur est en place, mais qu'il est également facile pour l'individu de faire une réclamation parce que la dernière chose que vous voulez, c'est que quelqu'un reçoive une liasse de papier quand il doit faire face au fait qu'il a perdu sa maison, sa voiture et tout ce qu'il aime.
Et c'était la clé pour nous d'équilibrer cette réalité, de nous demander comment nous allions l'accomplir avec la réalité des affaires autour de ça, et de nous assurer que nous n'avions pas mis en place quelque chose qui était si onéreux qu'il y aurait des batailles devant les tribunaux à ce sujet pendant des années et des années, au lieu de le mettre en place au cas où il y aurait un autre accident. Donc, comme nous le savons, l'objectif de l'examen par le gouvernement du régime de responsabilité et d'indemnisation pour les chemins de fer était de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de ressources disponibles pour indemniser les victimes potentielles, payer les coûts de nettoyage et de garantir la protection des contribuables en cas d'accident. Pouvez-vous nous dire comment ce projet de loi a répondu aux besoins d'une plus grande responsabilisation? Eh bien, c'était le cas. Tout d'abord, le projet de loi a dit « Chemin de fer, vous allez devoir avoir une assurance. » Et en passant, ce sera une assurance sans faute. Il y a quelques exceptions. Il est évident que les chemins de fer ne seront pas tenus responsables pour des actes de guerre, des actes de terrorisme, ces cas pour lesquels on ne peut tout simplement pas obtenir une assurance pour s'en sortir. Nous avons également reconnu qu'il y a une différence entre conduire un train avec 100 wagons-citernes par rapport à un train avec un seul wagon-citerne à l'occasion. Et c'est là que l'OTC a le pouvoir de déterminer le niveau initial d'assurance à mettre en place. Donc, les chemins de fer secondaires sont très préoccupés du fait qu'ils n'allaient tout simplement pas être en mesure de se payer l'assurance, et je crois que nous avons fait le bon accommodement dans ce cas. Et puis, vous savez, s'assurer que, comme je l'ai dit, on ne peut pas permettre ou laisser les chemins de fer être responsables pour des incidents qui sont hors de leur contrôle. En même temps, vous ne pouvez pas faire en sorte que les individus vont se battre avec une grande compagnie de chemin de fer pour essayer d'obtenir une compensation, et le fait que ce soit sans faute jusqu'à la limite de l'assurance était très logique. Et puis, en plus de cela, la caisse. Maintenant, vous et moi savons tous les deux que la caisse contient une grande quantité de fonds. Mais si vous deviez avoir une catastrophe qui coûte 10 milliards de dollars, l'assurance et la caisse ne peuvent compenser ce qui va se passer. Et la dernière couche de protection est le Trésor, où le gouvernement du Canada dit que nous y tenons ferme. Nous veillerons à ce que le premier principe soit d'indemniser les victimes aussi vite que possible, et puis nous reviendrons, et nous obtiendrons alors des expéditeurs n'importe quelle sorte de taux de rémunération. Cela étant dit, quelle importance pour vous et votre équipe d'entendre toutes les voix pour les familles des victimes, les dirigeants locaux, l'industrie ferroviaire, tous les niveaux du gouvernement, le traitement et la rédaction de cette loi et son passage au Parlement? C'était vraiment important. C'est en février 2014 que j'ai présenté ce projet de loi à mon caucus, le caucus conservateur, et c'est la première fois que ce sujet, qui se trouvera dans la législation, est discuté avec quelqu'un d'autre que l'équipe locale. Et même à ce moment-là, il était vraiment important pour moi de donner l'assurance aux députés auxquels je m'adressais que nous avions couvert tous les points. Et la raison en est que Lac-Mégantic se trouvait dans la circonscription d'un de mes collègues députés, Christian Paradis, et il était très inquiet que la communauté comprenne ce qui se passait. L'une des meilleures sources de rétroaction, de conseils et d'aide que j'ai reçues m'est parvenue de la Fédération canadienne des municipalités. Ils avaient créé leur propre groupe ferroviaire et il était principalement composé de maires de petits villages du Québec où la ligne de chemin de fer avait été construite, et je les ai rencontrés fréquemment. Et ce n'était pas juste des pièces montées où le ministre vient faire un discours et écoute un peu. Il s'agissait vraiment de s'asseoir et de parler sérieusement des problèmes existants et de l'importance de traiter les gens avec dignité et surtout de traiter les familles des victimes avec dignité. Car, comme vous le savez probablement, il y a eu beaucoup de médias depuis. Non seulement nous avons perdu des vies ce jour-là, mais nous avons aussi perdu des vies par la suite de personnes qui ne pouvaient pas supporter la tragédie et ne pouvaient pas supporter la douleur émotionnelle et l'angoisse mentale associée à Lac-Mégantic. Et ils ont aussi pris leur propre vie. Et c'étaient des éléments importants à comprendre pour moi, que ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le moment, il s'agit de ce qui se passe en général, et que oui, nous voulons nous assurer que cela ne se reproduira plus, que tous les wagons ont été changés et interdits, et que les pompiers locaux auraient la capacité de comprendre comment combattre un feu composé de pétrole Bakken. Mais troisièmement, si quelque chose se produisait, ça n'allait pas être sur le dos des gens qui font face à la tragédie d'essayer de comprendre comment ils vont être indemnisés, juste pour essayer de ravoir leur vie. Tu ne pourras jamais récupérer ta vie après ça, jamais, mais au moins de la rendre un peu plus facile.
Nous étions donc très désireux et très clairs sur le fait que les gens puissent avoir accès à moi. Ils avaient accès à mon équipe, à Transport Canada, ils pouvaient parler de n'importe quel problème n'importe quand. Et vous savez, nous avons obtenu le soutien des maires clés, et tout le monde n'était pas forcément content. Certaines compagnies pétrolières n'étaient peut-être pas ravies de la taxe, mais elles ont certainement toujours vu que nous essayions simplement de faire ce qu'il fallait faire. Cela n'a jamais été censé être une taxe sur les gens. Il s'agissait vraiment d'un fonds à mettre de côté destiné à aider les gens au pire moment de leur vie. J'aimerais me tourner vers les requérants pour un moment, si vous le permettez. L'un des problèmes récurrents signalés dans les médias, dans les annonces gouvernementales et dans les mairies est que les personnes ayant subi des dommages et les familles des victimes ont reçu des messages contradictoires quant à l'endroit où s'adresser pour obtenir une indemnisation. Il semble qu'il y ait eu confusion entre, par exemple, le fonds de règlement pour les victimes et les créanciers, les recours collectifs et les autres règlements à l'amiable. Est-ce également l'impression de votre département à l'époque? C'est sûr. Je veux dire, regardez, pour ajouter à cela, le fait que la Sûreté du Québec était impliquée, que la GRC était impliquée, des enquêteurs de Travail Canada étaient impliqués, il y aura des charges criminelles, il y aura des charges de santé et de sécurité. Des inspecteurs de marchandises dangereuses de Transport Canada ont été impliqués. Il y a beaucoup de bureaucratie qui a contribué dans cet incident et cela signifiait qu'il y a beaucoup de pièces mobiles à tout moment et selon la personne que vous appeliez, vous pouviez obtenir une réponse différente et ne pas obtenir cet expert en la matière parce que tout le monde s'occupait d'autre chose. Donc, avoir un endroit unique où traiter d'une question et qui assurait à la victime qu'il y avait quelqu'un à qui parler afin d'obtenir de l'information sur la manière dont elle pourrait obtenir une indemnisation, ça aurait beaucoup de sens. Personnellement, je ne trouve pas logique que la réponse à quelqu'un à l'époque ait été de dire « En fait, nous allons régler cela au tribunal des faillites ». Comment diable une victime moyenne peut-elle comprendre une procédure judiciaire de faillite et ce que cela signifie? Oui, c'est là que nous avons fini par faire une grande partie du travail afin de créer un fonds. Mais c'était, vous savez, c'est même frustrant pour moi et je comprends le processus. Il s'agissait donc de s'assurer qu'il y avait un seul endroit et, comme je l'ai dit, qui existait déjà, qu'il y avait déjà un modèle en place en ce qui concerne les déversements de navires. La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causés par les navires. Je crois que cela pourrait fonctionner. Et il était tout à fait logique de suivre cette voie. Ceci étant dit, quelle est l'importance pour les payeurs ou l'organisation qui fournit la compensation d'avoir un message clair et unifié? Je pense que c'est toujours important pour que les gens puissent comprendre pourquoi nous faisons les choses de la manière dont nous les faisons et pourquoi cette voie a été choisie et, plus important encore, comment s'assurer qu'à l'avenir, qu'il y a un moyen pour que quelqu'un puisse téléphoner et quelqu'un à l'autre bout répondre à l'appel. Et même, vous savez, simplement dit, c'est parfois même les membres du Parlement qui ne savent pas où envoyer leurs électeurs et il serait bien pour un membre du Parlement de pouvoir dire « OK, je sais exactement où vous devez aller ». C'est comme ça qu'il faut faire, parce que dans le monde réel, si c'est une affaire fédérale, ce qui arrivera est que les gens appelleront leur député local. Et si le député local peut trouver la bonne personne à qui parler dans ce gigantesque mastodonte de gouvernement, alors ils auront fait leur travail et ils l'auront bien fait. Donc, fournir cette ressource aux députés, même pour qu'ils sachent où envoyer les demandeurs, a beaucoup de sens. Nous comprenons donc que certains intervenants d'urgence pendant un moment ont répondu à l'accident sans être payés à cause de problèmes de compensation. Dans quelle mesure est-il important de faire parvenir rapidement les indemnités aux premiers intervenants et aux municipalités? Oh wow! Je veux dire, c'est vraiment difficile d'avoir les budgets des petites municipalités spécifiquement d'être responsables parce que, vous savez, ce n'est pas dans les centres-villes où ces accidents se produisent. Ils se produisent à Gogama, ils se produisent dans les petites communautés, des endroits où il peut même ne pas y avoir une communauté, et le coût d'y répondre est très élevé. Il s'agit de matériaux spécialisés. Il s'agit de s'assurer de pouvoir accéder à la zone pour combattre le feu et répondre à ce qui se passe, et ensuite le nettoyage qui vient avec aussi. Avec des techniques spécialisées, il est vraiment important que les municipalités sachent qu'il y a un endroit où elles peuvent aller et recevoir la compensation appropriée afin de pouvoir la transmettre aux personnes qui sont en première ligne et qui font le travail difficile. Donc, dans un accident de cette ampleur, quel est l'impact réel de ne pas avoir accès à une indemnisation en temps voulu?
Eh bien, dans le cas de Lac-Mégantic, le gouvernement de l'époque s'est engagé par l'intermédiaire du député à ce que nous, le chéquier, soit ouvert et que nous pourrions rédiger les chèques du mieux possible. Il ne s'agissait donc pas d'un cas où le financement n'aurait pas été disponible. C'est ce qui nous poursuit toujours au gouvernement. Le détail de la façon de le faire circuler, de l'endroit où le faire circuler et en combien de temps. Donc, s'assurer d'avoir la possibilité pour une entité tierce d'être impliquée dans ce genre de travail avec ceux qui essaient d'accéder à l'argent qui a été mis à leur disposition. Cela a beaucoup de sens. Donc, en ce qui concerne l'organisation, oui, premièrement, il s'agit de s'assurer que le pollueur paie et qu'il y a un fonds en place pour couvrir ces dommages. Premièrement, le chemin de fer. Deuxièmement, les expéditeurs. Troisièmement, le gouvernement, mais aussi s'assurer que les gens qui essaient d'y accéder dans le cas d'une terrible calamité, qu'ils savent qu'ils ne vont pas être mis en attente pour toujours, en attendant que quelqu'un leur dise quoi faire ensuite. Passons donc aux revendications. Ce tragique accident a eu pour conséquence directe la perte de 47 vies et a donné lieu à plus de 4 300 réclamations pour environ 1,5 milliard de dollars de dommages. Vous attendiez-vous à avoir autant de revendications? Oui, je m'y attendais. Je veux dire, quand vous regardez la quantité d'argent qu'il faudrait pour déplacer une ligne de chemin de fer, pour reconstruire des bâtiments, pour remplacer les voitures, pour compenser les familles pour la perte de leurs proches, pour dédommager les municipalités pour le nettoyage, et pas seulement à ce temps-là, mais aussi à l'avenir. Dans le cas de Lac-Mégantic, je veux dire, ils ont dû faire appel à d'autres juridictions afin d'apporter les matériaux nécessaires pour éteindre les incendies ou absorber le pétrole. Je ne suis pas du tout surprise qu'il s'agissait de 1,5 milliard. Y avait-il des types de réclamations qui vous ont surpris? Non, je veux dire, vous savez, c'est une bande assez large que nous avons réduite en termes de ce qui serait compensé et de ce qui ne le serait pas. Et je pense qu'avoir une organisation en place qui peut au moins déterminer ce qui est une réclamation valide et une qui ne l'est pas. Il y aura toujours des gens qui verront une opportunité de réclamer ça pour quelque chose qui n'a pas été vraiment touché par une catastrophe. Je ne parle pas de Lac-Mégantic, mais d'une autre catastrophe qui a suivi et vous devez vous protéger contre cela, parce que c'est la nature d'avoir un grand réseau d'assurance disponible. Il y aura beaucoup de gens qui voudront compenser les coûts associés à quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi nous avons des avocats et des tribunaux très franchement, parce que je suis certaine que c'est là que tout finit, ou à l'Agence canadienne de transport également. Donc, vous savez, je ne suis pas surprise, mais encore une fois, c'est pourquoi une telle organisation existe qui est beaucoup plus apte à prendre ces décisions qu'un Transport Canada amorphe avec vraiment aucun centre de prise de décision. En tant que ministre, la dernière chose que je veux faire, c'est de décider qui reçoit de l'argent et qui n'en reçoit pas. C'est sûr, se faire voir comme un politicien qui ne prend pas l'affaire à la légère. Je ne veux pas être un juge dans une exposition canine parce que je finirai par contrarier quelqu'un sur des réclamations. Vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans une situation où vous devez choisir qui sera indemnisé et qui ne le sera pas. J'aimerais passer aux leçons apprises, si vous le permettez. Au cours des 5 dernières années, le bureau de l'administrateur de la Caisse s'est préparé à l'éventualité d'un accident majeur de brut par rail. Cela comprend, par exemple, l'établissement d'un réseau de payeurs et l'élaboration d'un plan de préparation, y compris un plan de gestion de crise et de communication, préparer les demandes, les politiques et les directives, organiser des formations basées sur des scénarios. En tant que ministre nommé au milieu de la tragédie, qu'est-ce que vous pensez le plus utile pour les demandeurs pour naviguer le processus d'indemnisation? Le plan de gestion de crise et de communication. Dès le départ, c'est la pièce la plus importante, de faire circuler l'information aussi vite que possible et d'avoir quelqu'un qui peut en parler d'une manière réfléchie, empathique. Il peut sembler étrange qu'aux côtés du Bureau de la sécurité des transports, vous ayez quelqu'un de votre organisation là-bas, mais ça a beaucoup de sens, car c'est vers elle que les gens vont se tourner quand ils réaliseront que leur maison a brûlé. Disons, faute d'un meilleur exemple, que ma maison est brûlée. Je n'ai pas d'assurance pour ça. Je ne pense pas qui va payer pour ça. Que c'est ma faute? Est-ce que ce sera la compagnie de chemin de fer qui se trouve à 200 mètres de chez moi? Est-ce que ça va être le gouvernement? Comment régler cette situation? Et que vous soyez là à ce moment-là pour au moins communiquer,
Je pense que c'est absolument essentiel et un très bon service en fin de compte, parce que ça vous enlève votre inquiétude quant à ce qu'il faut faire ensuite. Et ensuite, ce message peut ne pas arriver immédiatement au propriétaire, mais il sera certainement transmis à la municipalité, aux députés, et cela sera amplifié. Et ça paraîtra probablement sur le site web de tout le monde d'ici la fin de la journée ou sur les médias sociaux que si vous avez un problème concernant des dommages, s'il vous plaît, communiquez avec X. Et cela donne au moins aux gens une idée par où commencer. D'un autre côté, ça donne aux gens l'impression que l'argent arrivera rapidement et c'est là qu'il vous faut être agile et aussi préparé que possible. Je vous félicite donc de vous y être préparé, car ce n'est pas quelque chose que nous ne devrions jamais prendre à la légère. Les accidents arrivent, ce n'est pas aussi fréquent que les gens voudraient le croire. En effet, c'est un moyen très sûr de transporter le pétrole brut. Cependant, cela étant dit, ça arrive. Alors, quelles leçons le gouvernement fédéral a-t-il tirées de cette tragédie alors que vous étiez ministre des Transports? J'espère qu'ils ont appris beaucoup de choses. J'ai été très heureuse de voir le prochain ministre, Marc Garneau, poursuivre sur la voie qui consistait à s'assurer que nous disposions du plus grand nombre de règlements possibles pour empêcher qu'un accident comme celui-ci ne se produise. Je sais aussi qu'il y a un très bon dialogue encore entre le gouvernement et les groupes d'intervenants, et j'espère qu'ils continueront à travailler sur le transport des marchandises dangereuses. Maintenant, si vous regardez la législation que j'ai présentée, il est dit très clairement que nous ne faisons que commencer avec le transport du brut par voie ferrée. L'anticipation était que cela serait disponible pour toutes sortes d'autres marchandises qui circulent et qui sont dangereuses en soi, et que nous aurions une sorte de fonds similaire pour ces accidents. Cela ne s'est pas encore produit, mais peut-être qu'un jour, un gouvernement s'y mettra. Mais au moins c'est là. Les structures sont en place et avec un peu de chance, vous savez, touchons du bois, nous n'aurons pas un accident qui nous fera nous retourner et dire « Ouais, nous aurions vraiment dû mettre en place quelque chose pour ça. » Définitivement. Qu'avez-vous personnellement retenu de cette expérience? Le pouvoir des individus. Je pense que c'est ce que j'ai retenu. Je pense que le maire de Lac-Mégantic à l'époque, Colette, était une femme francophone douce qui était maire de Lac-Mégantic depuis longtemps quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle était entourée par la dévastation et la seule chose qu'il m'ait demandé en tant que ministre, c'est quoi faire pour que la liaison ferroviaire soit rétablie, pour que les entreprises qui soutenaient l'emploi dans la région puissent reprendre le travail. Et j'ai pensé, ma foi, tu penses à plus d'un plan à la fois, toi. Parce qu'elle se battait aussi de l'autre côté pour s'assurer que les gens étaient en sécurité et que le transport ferroviaire était sécuritaire. Et elle a mené une délégation à Washington et a fait face aux gens de Washington, et elle a aussi apporté des changements dans les États qui devaient être changés. Bien, je vous remercie beaucoup de votre temps et de vous joindre à nous aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Dans notre prochain épisode, nous allons examiner quelques-unes des leçons tirées de l'accident de Lac-Mégantic avec 3 experts en transport ferroviaire. Si vous aimeriez vous tenir au courant des nouvelles de la Caisse, de ses événements et des possibilités qu'elle offre, veuillez vous abonner à notre infolettre en utilisant le lien ci-dessous. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous au prochain épisode.